Quelle part les mineurs, justement, c'est une question, représentent-ils dans les cas détectés, ces adolescents ou ces enfants? Alors, on a des données chinoises, évidemment italiennes aussi maintenant, et puis cette histoire absolument malheureuse française, en fait, c'est extrêmement rare chez les enfants, mais ça n'est pas exceptionnel. Il reste dans la tranche au-delà de 10 ans, en tout cas. Avant 10 ans, c'est totalement exceptionnel. Après 10 ans, entre 10 et 20 ans, il y a quelques observations à la fois de formes symptomatiques, c'est-à-dire des enfants qui ont des vrais symptômes de grippe, mais aussi des enfants qui ont développé des formes sévères. En revanche, dans cette tranche d'âge, entre 0 et 20, la mortalité, elle est quasi nulle. Alors évidemment, tout le monde se pose la question, et cette histoire malheureuse de cette jeune adolescente pose question, mais c'est un problème qu'on a généralement dans toutes les maladies infectieuses. Vous savez que même si on est égaux devant la loi, mais il y a une véritable inégalité immunologique. Nous avons chacun un système immunitaire différent, et donc des façons différentes de répondre au virus. Et il suffit que, malheureusement, mais nous n'avons pas les données médicale et scientifique pour cette jeune adolescente, mais qu'elle a une particularité génétique immunitaire. Elle a peut-être un système immunitaire qui ne répond pas correctement à ce type de virus. C'est d'ailleurs le cas dans beaucoup d'infections, dans la tuberculose, dans les infections avec des bactéries, mais aussi dans les infections virales, dans la grippe. Il y a malheureusement chaque année beaucoup de décès de personnes âgées, mais aussi quelques décès de personnes jeunes. Donc c'est probablement un mutant, quelque chose qui fait que cette jeune personne n'ait pas pu répondre au virus. Oui, parce qu'il faut être extrêmement vigilant. Il y a quand même actuellement, je regardais les chiffres hier soir et ce matin, encore 60 personnes qui sont en réanimation, qui ont moins de 30 ans, comme quoi on n'est pas à l'abri parce que nous sommes jeunes. Certes, on est, comme vous le disiez, Jean, la semaine dernière, les femmes sont plus résistantes d'un côté, les jeunes également, mais personne n'est complètement à l'abri parce qu'on peut avoir de petits problèmes que l'on ne suspectait pas, que l'on ne connaissait pas et qui, là, vont se révéler malheureusement avec ce virus. Absolument, oui. Autre question, Cécile. Oui, une autre question. Justement, il y a des femmes enceintes aujourd'hui, forcément, qui sont atteintes du Covid-19. Est-ce qu'elles peuvent infecter leur enfant à l'accouchement ? Alors là, on a parlé la semaine dernière parce que c'est une question très importante, et on a aujourd'hui, on peut répondre de façon assez rassurante. Les femmes enceintes, contrairement à d'autres infections virales et notamment la grippe, n'ont pas plus de malchance de faire une forme sévère. Ça, c'est très important. Mais en revanche, elles doivent être infectées par le Covid, évidemment, comme tout le monde. Elles ne sont pas protégées, mais elles ne font pas de forme grave. En revanche, quand elles sont infectées par le Covid, la fin de grossesse est difficile. Il y a beaucoup d'expériences maintenant de nécessité de césarienne en urgence parce que la maman étant très malade, vous en doutez, il y a une souffrance du bébé. Mais cette souffrance du bébé est liée au syndrome grippal de la maman, à l'infection de la maman, mais pas à une infection du bébé. Le virus ne traverse pas la fameuse membrane du placenta, vous savez, qui protège le bébé. Le virus ne traverse pas. On avait dit la semaine dernière qu'il n'y avait aucune observation de bébé infecté. Il y en a une maintenant, mais c'est tout à fait anecdotique et tout à fait exceptionnel. Donc globalement, la maman protège le bébé par le placenta, mais la maman, si elle n'est pas très bien, elle nécessite un suivi très précis et parfois une césarienne rapide pour extraire le bébé et protéger le bébé. Et puis au 0826 300 300, on a des auditeurs qui nous appellent. Claude qui nous appelle de Neuilly-sur-Seine. Oui. Claude, bonjour. Bonjour. Vous aviez une inquiétude, Claude, que vous vouliez partager avec nous. Voilà, j'ai ma compagne qui a une polyarthrite rhumatoïde depuis 2007 et qui est passée depuis quelques années en biothérapie. Et elle a une perfusion de Roactemra à faire à l'hôpital de la Croix-Saint-Simon toutes les 7 semaines. Bon, elle a déjà reporté 2 fois, de peur évidemment du Covid-19 en milieu hospitalier. Elle doit faire sa prochaine... là, elle sent que la maladie, évidemment, étant donné qu'elle n'est plus bloquée par la biothérapie, elle sent que ses doigts le matin recommencent à gonfler, elle recommence à avoir des douleurs. Donc elle dit là, je peux pas reporter ma perfusion, et elle envisage de la faire jeudi à 9h à Saint-Simon. On a tout Paris à traverser, parce que Saint-Simon, c'est rue d'Avron. Et elle a peur, quoi. Elle a peur, elle se dit, je vais aller en milieu hospitalier. En plus, c'est une maladie, son traitement abaisse son immunité, ses défenses immunitaires, donc elle a un peu la trouille. Donc je voulais savoir si elle pouvait quand même, en toute confiance, aller à la Croix-Saint-Simon, en sachant que l'hôpital de jour où elle va, on les a eu au téléphone, ils ne traitent absolument pas le Covid-19 sur l'étage, bien sûr. Ah oui. Enfin, il y a les ascenseurs, il y a tout ça, vous comprenez ? Ouais, Jean Similia va vous répondre. Bon, alors merci parce que voilà, je vais vous répondre comme rhumatologue. Donc effectivement, c'est une situation qu'on gère nous quotidiennement. Deux niveaux de réponse.
réponse, en fait, premier niveau de réponse, c'est je ne vais pas à l'hôpital pour ne pas rencontrer le virus et risquer d'être infecté. Ça, c'est une première réponse qu'on peut faire, c'est-à-dire on respecte les données de confinement, les recommandations de confinement et on se déplace le moins possible et on ne va pas dans un lieu public, l'hôpital étant un lieu public. Ça, c'est une réponse. Oui, pourquoi pas, mais il faut savoir que l'hôpital est, entre guillemets, sécurisé, que les soignants sont très attentifs et que dans les services où on traite des malades qui sont des malades fragiles, comme les gens qui ont des traitements de ce type-là, on fait encore plus attention et on isole les secteurs. Et vous l'avez dit, le secteur où votre femme va être traitée est un secteur non Covid, protégé. C'est le cas chez nous aussi. On essaye au maximum de protéger dans la mesure où on peut le faire, évidemment. Donc le risque de rencontrer le virus, si vous respectez les mesures de distanciation et de protection, les mesures barrières, le risque, il est très très faible. Vous y allez avec le masque, là-bas ils ont l'habitude, donc il n'y a aucun problème. Deuxième élément de réponse, c'est le traitement qu'elle obtient, qu'elle va avoir, qui est une molécule qu'on appelle le tocilizumab, sans rentrer dans les choses techno, mais c'est quelque chose qui module le système immunitaire, qui est d'ailleurs utilisé dans l'infection au Covid-19 dans les situations réanimatoires pour essayer de supprimer l'inflammation pulmonaire. En l'occurrence, c'est pas le cas pour votre femme. Votre femme a un médicament de sa polyarthrite rhumatoïde et toutes les recommandations aujourd'hui disent qu'il faut continuer. On n'arrête pas le traitement, sauf évidemment si votre femme avait une infection aiguë, que ce soit le Covid-19 ou une autre infection. Et dans tous ces cas, quand on est infecté, on arrête ses médicaments. Si elle n'a pas d'infection, c'est certainement le cas actuellement, vous poursuivez le traitement. On ne peut pas dire aujourd'hui, évidemment, mais on analysera ça secondairement, que ces traitements protègent. Mais vous voyez, c'est la question d'ailleurs posée par l'hydroxychloroquine. Est-ce que ça protégerait? Peut-être. On n'a aucune donnée aujourd'hui, mais on va s'y intéresser dès qu'on aura suffisamment de données. On ne peut pas dire que ça protège, mais en tout cas, il faut continuer parce que la maladie doit être traitée. Il faut absolument que ce soit équilibré. Alors, petite dernière question. Oui, pour y aller, Claude. évidemment, on a tout Paris à traverser. Il serait quand même préférable qu'elle y aille en taxi, je pense, plutôt qu'en transport en commun. Oui, absolument. Oui, très clairement. Oui, pas de question. Mais surtout que maintenant, je me suis aperçu que les sociétés de taxi annoncent bien qu'ils respectent les directives sanitaires et tout. Donc, oui, bien sûr. Oui. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas prendre de risques dans ces conditions avec les transports en commun. Si vous voulez prendre effectivement le taxi, faites-le. Elle va ressortir de sa perfusion, elle va avoir évidemment, comme ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas eu, là ça va faire quand même 2 mois qu'elle n'a pas eu le traitement, alors que normalement, son médecin lui a préconisé toutes les 7 semaines, vous voyez, donc elle va avoir son immunité qui va baisser quand elle va avoir sa perfusion, donc reprendre les transports en commun après avoir eu le roi Témora, ce serait pas très malin. Merci beaucoup, Claude. On espère avoir répondu à votre question et puis transmettez nos amitiés à votre épouse. Et puis la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est les vaccins. Où en sommes-nous? Est-ce que c'est encore long? On en parle avec une spécialiste, c'est Samira Fafi-Kremer, qui est professeure à la faculté de médecine de Strasbourg, chef du service de virologie au CHU de Strasbourg et chef de groupe de recherche à l'INSERM. Bonjour. Bonjour. La chloroquine, la situation vue d'un chercheur, on en est où par rapport à la chloroquine? Alors, oui, par rapport au vaccin, pardon, excusez-moi. Oui, par rapport au vaccin, justement. Alors, actuellement, on est à plus de 30 sociétés qui développent le vaccin. Notamment, il y a aussi l'Institut Pasteur qui est en train de développer un vaccin contre le Covid-19 en collaboration avec d'autres laboratoires européens. Ce vaccin, pour la partie scientifique, on va dire qu'elle est presque assez facile, entre guillemets, à développer. Elle est presque au bout. Elle est même au bout aux États-Unis, où on a finalisé la partie scientifique qui se fait au laboratoire. On a déjà commencé la partie clinique, la phase 1, où on va tester l'absence de toxicité et l'efficacité chez des sujets sains. Oui, mais alors maintenant, il faut du temps. Il faut du temps, en fait, Samira, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, malheureusement. Exactement. En fait, ce qu'il y a, le vaccin, c'est comme un médicament, et son développement nécessite plusieurs phases de validation pour voir qu'il faut qu'il soit pas toxique chez les personnes, valider son efficacité, est-ce qu'il est capable d'induire une immunité assez importante chez plusieurs personnes. Et tout cela nécessite plusieurs phases avec un nombre très important d'individus. Donc il faudrait au moins 1 an, voire 1 an et demi avant qu'on ait un vaccin qui puisse être utilisé chez tout le monde.
Oui, alors c'est un peu long, ça, 1 an et demi. Aux États-Unis, certains laboratoires disent que dans les 6 mois, ils pourraient avoir ce vaccin. Alors, aux États-Unis, justement, où ils utilisent la nouvelle technologie est basée sur un ARN messager, pour être un peu techno. Oui. Ils ont déjà finalisé, ils ont commencé à tester chez les sujets sains, effectivement. Mais d'ailleurs, la FDA, qui est l'équivalent de l'Agence nationale de la santé du médicament aux États-Unis, a pour la première fois autorisé les essais de manière simultanée à la fois chez les primates et chez les humains. C'est vraiment la première phase, pour accélérer. Mais même avec ça, il faut savoir que après la première phase qui nécessite une 50aine de personnes pour valider l'efficacité, il faudra plus tard plusieurs phases qui nécessitent au moins 10 000 personnes pour valider à grande échelle la possibilité, l'efficacité et l'absence de toxicité de ce vaccin. Et donc, 6 mois, ça paraît un peu juste. D'ailleurs, même le directeur de NIH aux États-Unis dit lui-même, il faut minimum 1 an pour avoir un vaccin qui puisse être utilisé. Oui, alors ce qui veut dire que si on n'a pas de vaccin avant, 6 mois, 1 an, disons 1 an, comme il y a de nouvelles vagues qui sont à redouter dans l'immédiat, il faut des traitements. Alors on a évoqué la chloroquine tout à l'heure. Il y a d'autres tests avec d'autres molécules qui sont actuellement testées, hein. Oui, effectivement, il y a d'autres molécules, notamment le remdesivir, qui est une molécule qui va attaquer une enzyme du virus. Il y a un antiviral qui est contre le VIH. Toutes ces molécules sont actuellement d'ailleurs testées à Strasbourg dans le cadre d'essais thérapeutiques en collaboration au niveau national. Il y a aussi d'autres moyens qui vont arriver, qui sont en train d'être développés pour essayer d'avoir une protection tout de suite, notamment la sérothérapie. Vous savez que les Chinois ont déjà testé l'efficacité de sérums de patients qui sont guéris de la maladie qu'on peut injecter aux personnes pour pouvoir les aider à juguler le virus. C'est-à-dire, qu'on comprenne bien alors, comment ça fonctionne, parce que c'est un petit peu plus technique, Samira, mais c'est très intéressant. Ce qu'il y a, c'est quand on est infecté, on développe une réponse immunitaire, notamment à base d'anticorps neutralisants qui par la suite peuvent nous protéger. Ces anticorps sont présents dans le sérum. En fait, c'est une technique qui est utilisée depuis un siècle déjà, enfin plus. Et donc, si on prend ce sérum-là et qu'on l'injecte à une autre personne, on va lui donner ces anticorps, on va l'aider à contenir la réplication du virus. On peut aider sa réponse immunitaire pour arrêter la réplication. C'est une forme de... C'est entre le traitement et le vaccin, quoi, en quelque sorte, voilà, ça, pour essayer de nous protéger, quoi, en quelque sorte. Exactement. Et d'ailleurs, ça, c'est une technologie, et à Strasbourg, notre axe de recherche est beaucoup focalisé sur cette thématique, c'est de développer des anticorps monoclonaux à partir de cellules chez des personnes qui sont guéries et qu'on pourrait ensuite injecter comme stratégie pour prévenir la maladie ou même pour guérir certaines personnes. Oui. On a une question justement au 0826 300 300 avec Ario qui nous appelle de Perpignan. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'avais une petite question. Je me posais la question, pourquoi les médecins généralistes, on leur interdit de faire le traitement du professeur Raoult, traitement que l'on a vu qui fonctionne très bien, étant donné que M. Estrosi et son épouse l'ont pris dès le départ de l'infection, et il s'en est sorti sans aucun problème. Voilà, donc je suis étonné que ce soit... que les médecins généralistes, déjà, on leur interdit de voir des personnes malades. C'est-à-dire que du moment où une personne est Covid-19, elle doit aller à l'hôpital. Donc là, les médecins ne peuvent plus consulter et les médecins ne peuvent pas soigner. Donc je me pose des questions. Alors, Jean Sibilia ou Samira, qui veut répondre? Je peux répondre. Vous avez raison de poser cette question. Vous rassurez, il y a un protocole qu'on appelle compassionnel qui permet de donner à des médecins généralistes volontaires qui le souhaitent, dès les premiers symptômes, du plaquenil, de l'hydroxychloroquine. Donc le protocole est en cours de réflexion. Il faut l'organiser, bien sûr, mais on aimerait effectivement donner accès aux soignants, ce qui paraît légitime, tout en précisant, on va le rappeler pour une énième fois,
la guérison de M. Estrosi ne démontre pas que l'hydroxychloroquine est efficace. 80% des malades, 80-85% des patients vont guérir de l'infection et vont guérir de la virémie, c'est-à-dire le virus disparaît des prélèvements en 5 à 10 jours. Donc quand vous traitez, c'est toujours pareil, quand vous traitez 80 malades comme dans l'étude récente, si vous avez 1% de mortalité, vous allez avoir un mort, il y a un mort. Si vous avez 10% de formes sévères, vous aurez sur 80 entre 5 et 10 formes sévères, c'est ce qui est observé. Donc tant qu'il n'y a pas d'études contrôlées, c'est-à-dire on compare en tirant au hasard 2 groupes de traitement, toute étude on appelle ça des études ouvertes, c'est-à-dire où on donne de traitement à des gens. Si vous avez 80-85% de guérison, c'est à peu près le taux de guérison attendu. On est tous, on le répète, parce qu'il n'y a pas de polémique là-dessus. On rêve toutes les nuits que ce traitement soit efficace. On en rêve et on rêve de le donner à tout le monde. Mais donnons-le dans des conditions de rigueur médicale. Vous savez que, et c'est pour une raison, j'aimerais aussi le dire, si ce médicament est efficace, tant mieux, on sera tous les plus heureux du monde et les médecins avant tout le monde. Mais il faut savoir qu'il y a à peu près 60 molécules qui ont des impacts virologiques dans les tubes à essai comparables ou assez comparables à l'hydroxychloroquine. Donc ça veut dire qu'il faut donner les 60 molécules à tout le monde. Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc il va falloir des essais pour savoir quelle est la bonne stratégie. Et vous voyez que si vous mettez le focus sur une molécule plus que les autres, vous allez finalement empêcher l'utilisation ou l'évaluation des autres. Il ne faut pas, aujourd'hui, pas de parti pris, faisons très vite, répondons à la question, on a besoin de traitement, si c'est plaquénique, c'est génial, si c'est autre chose, c'est bien aussi, mais il faut qu'on trouve. Oui. Merci beaucoup Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, rhumatologue également, et puis Samira, Fafi Kremer, qui nous a quand même appris que voilà, il y avait énormément de travaux qui sont menés à la fois pour la recherche de vaccins, mais il faut du temps et puis également